Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis, je le disais en introduction, au monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec un acteur plus traditionnel, disons, de l'investissement, dont le métier est de gérer des fonds institutionnels, mais qui s'intéresse de très près à cet actif qu'est le Bitcoin ou à ces actifs que sont les crypto-actifs pour différentes raisons. On a donc le plaisir de recevoir Yves Chouefati, président et CIO de Tobam. Bonjour Yves Chouefati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, je le disais en introduction, vous êtes un acteur plus traditionnel de l'investissement. Vous vous intéressez de près au Bitcoin. Du coup, on a envie de vous poser cette première question. Pourquoi un acteur traditionnel de l'investissement regarde ça d'aussi près aujourd'hui ? Eh bien, en fait, Tobam a une seule vocation, c'est d'essayer d'augmenter la diversification de ses clients. Nous, on ne croit qu'à une chose, la diversification. Et en fait, assez tôt, il nous est apparu qu'il fallait s'intéresser au Bitcoin pour deux raisons. La première, c'est que c'est un actif diversifiant. D'accord. C'est un actif très, très risqué, mais qui a coutume de se comporter de manière complètement indépendante par rapport au comportement des autres actifs. D'accord. La deuxième raison, c'est l'explosion du bilan des banques centrales. Tobam a une offre de gestion multi-actifs. Traditionnellement, dans la gestion multi-actifs, on met une partie en action, une partie en obligation. Mais avec l'explosion du bilan des banques centrales, on peut se poser légitimement la question de savoir est-ce qu'il faut conserver cette deuxième partie de son patrimoine, la partie investie en obligations. Et donc là, du coup, les cryptoactifs apparaîtraient comme une solution, non pas, j'imagine pas forcément de remplacement, mais alors comment est-ce qu'ils interviennent en fait face au constat que vous faites vis-à-vis du bilan des banques centrales ? Ils sont toujours diversifiants, bien sûr, mais quand le bilan des banques centrales augmente énormément et qu'il y a un danger ou un risque sur le pouvoir d'achat qui est censé conserver la monnaie, eh ben, il faut aller vers des actifs qui sont plus rares que la monnaie, que l'euro, que le dollar, que le yen. Et une des vertus des crypto-monnaies, c'est leur rareté. En particulier, on parlait du Bitcoin tout à l'heure. Vous savez qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Bien sûr, oui. Et en fait, mécaniquement, plus les gens vont s'y intéresser, plus quelque part, le Bitcoin va s'apprécier et plus il va conserver sa valeur à travers le temps. Donc c'est intéressant, ça veut dire que ce que vous nous dites, c'est que le bilan des banques centrales s'alourdit, le fameux quoi qu'il en coûte qu'on a vu, alors ça c'est l'expression française, mais il y a eu une démarche un peu similaire dans un certain nombre de pays, finalement n'est pas bon pour la monnaie des pays en question, et ce qui fait que ça vient à s'intéresser à des cryptoactifs plutôt qu'à la monnaie traditionnelle. J'aime bien m'intéresser effectivement à cette expression, le quoi qu'il en coûte. Ailleurs, on appelait ça « whatever it takes ». Parce qu'en fait, le quoi qu'il en coûte, c'est une forme un peu interrogative et personne n'essaie d'identifier qu'est-ce que ça va coûter exactement. Bien sûr. Ouais. Et le quoi qu'il en coûte, qu'est-ce qu'il a coûté ? Si on regarde un peu la crise de 2008, ensuite la crise de l'euro et maintenant la crise du Covid, qu'est-ce que ça a coûté tout ça ? Et en fait, ça a coûté une énorme création monétaire. Okay ? Et le véritable coût de ces opérations dont je ne discute pas le bien fondé, ça a été qu'on a tellement imprimé de monnaie que mécaniquement, le pouvoir de la monnaie, le pouvoir d'achat de la monnaie a baissé assez violemment dans le passé et va continuer sans doute à baisser encore plus. Parce qu'on rappelle finalement que le quoi qu'il en coûte donc, permettait de financer la période pandémique, mais aussi la relance, et que pour cela on émettait des obligations qui étaient achetées par les banques centrales. Et c'est là où vous dites qu'on a imprimé de la monnaie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces obligations avaient moins de valeur puisque en fait on a rajouté de la monnaie sur le marché ? En fait, les obligations, l'État en a émis tellement, ou les États en ont émis tellement, que tout simplement personne ne voulait en acheter. D'accord. Ouais. On a vu d'ailleurs les taux négatifs, ne serait-ce qu'en France pour le. Personne n'en voulait en acheter, donc il y avait une menace au contraire de hausse des taux. D'accord. Ouais. Parce que quand personne ne veut en acheter, le prix des obligations baisse, et quand le prix des obligations monte, c'est que les taux montent. Mécaniquement. Voilà. Donc en fait, il a fallu qu'il y ait un acheteur de dernier ressort, et cet acheteur de dernier ressort, à travers toute la planète, ça a été les banques centrales. Donc on a fait ce qui normalement est interdit dans tous les cours de finances publiques ou de macroéconomie. On sait qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est la monétisation de la dette. Parce que quand on monétise de la dette, ça veut dire qu'on crée de la monnaie sans avoir en face accumulé de la richesse.
Okay. Or, le véritable problème de l'économie, le véritable objectif de l'économie, c'est la création de richesse et pas la création de monnaie. Et quand on crée de la monnaie sans avoir créé de la richesse en face, sans avoir emmagasiné de la richesse en face, eh ben, en fait, on détruit la valeur de la monnaie. Alors, je reviens sur la stratégie de gestion qu'on peut mettre en place face à ça. Donc, effectivement, il y a la rareté du Bitcoin, mais il y a aussi sa volatilité, son risque. Là où, généralement, quand on investit de manière plus traditionnelle en obligations, on va chercher de la stabilité, on va chercher de la protection du capital. Donc, comment est-ce qu'on, d'un côté, on accepte cette idée que il faut peut-être sortir de l'obligation traditionnelle, et comment est-ce qu'on y fait rentrer des actifs aussi risqués que le Bitcoin ou les cryptoactifs? Effectivement, le Bitcoin, on peut le résumer en 4 paramètres. Il y a son prix, il y a sa volatilité, il y a sa corrélation aux autres actifs, et il y a l'adoption du Bitcoin. Et en fait, les 3 paramètres que sont le prix, la corrélation et la volatilité dépendent intimement, évidemment, de l'adoption. Plus le Bitcoin va être adopté, plus son prix va s'apprécier, c'est bien évident. Et en fait, le deuxième paramètre, c'est la volatilité. Pourquoi le Bitcoin est aussi volatile? Parce que je peux vous faire une prévision qui est de l'ordre du certain. C'est que dans 10 ans, le Bitcoin vaudra soit zéro, soit plusieurs centaines de milliers d'euros. Et tant que ce scénario à zéro n'est pas très improbable, eh ben, la volatilité du Bitcoin sera élevée. C'est un rapport de force finalement entre offre et demande sur ensuite la monnaie en question de part des investisseurs. Le Bitcoin, c'est en quelque sorte Amazon ou Google en 1996. Alors, qu'est-ce que vaut Amazon? Qu'est-ce que vaut Google en 1996? Peut-être que ça vaut zéro, peut-être que ça vaut quelques centaines de millions. Peut-être qu'un jour, ça vaudra plusieurs milliers de milliards. Et tant que les alternatives sont aussi extrêmes, la volatilité sera élevée. Oui, parce que c'est Amazon ou Google, mais ça peut être aussi une entreprise en 1996 dont on ne se souvient plus du tout aujourd'hui. Absolument. Le troisième paramètre, c'est la corrélation. Et là, je pense vraiment très sincèrement que la corrélation du Bitcoin à peu près n'importe quoi d'autre va rester très faible. On pense que le Bitcoin est négativement corrélé à l'inflation. En fait, je pense que ce qui se passe dans cette relation entre le Bitcoin et l'inflation, c'est plutôt que l'euro ou le dollar sont très négativement corrélés à l'inflation. D'accord. Et c'est en fait dans le dénominateur de la valeur Bitcoin que l'inflation joue, tout simplement parce qu'on valorise le Bitcoin en dollars ou en euros. Et donc, ça n'est pas une valeur refuge face à l'inflation comme on a pu le lire? Non, pas encore. Vous savez, l'investissement, c'est quoi? L'investissement, c'est toujours essayer d'investir dans quelque chose qui n'est pas encore avéré, mais qui potentiellement pourrait advenir. Okay? Le vrai investisseur dans le Bitcoin, il ne dit pas le Bitcoin est déjà une monnaie, mais il dit le Bitcoin pourrait devenir une monnaie. Le jour où le Bitcoin sera vraiment une monnaie, ou le jour où sa volatilité sera effectivement basse, ce sera peut-être trop tard pour en acheter en tant qu'investissement. Parce que déjà, le Bitcoin vaudra sans doute plusieurs centaines de milliers d'euros ce jour-là. Okay. Alors, si on s'adresse aux particuliers à présent, puisque là, du coup, vous nous avez exposé votre stratégie d'investissement, en tout cas votre vision du Bitcoin. Vous avez également lancé un fonds, mais qui, pour le coup, cette fois-ci, s'adresse aux particuliers, où on peut investir, alors pas en Bitcoin directement, mais on peut s'exposer finalement à l'écosystème Bitcoin. Et ça, on peut le mettre directement dans son assurance vie. Ça veut dire que vous êtes intimement convaincu que cette gestion doit être aussi disponible auprès d'épargnants particuliers, plutôt que d'aller directement acheter des Bitcoins, en fait, aller s'exposer à l'écosystème. Effectivement, si vous voulez, au début des années 2000, il y a un nouveau secteur qui a émergé, qui est le secteur de l'Internet, qui a vraiment complètement révolutionné le monde et l'économie. Et là, se pose la question de est-ce qu'on n'est pas en présence d'une nouvelle révolution, qu'on appelle l'Internet de la valeur, qu'on appelle le Web 3.0. Et à côté des monnaies, des crypto-monnaies, il y a tout un secteur économique qui est en train de naître. Et ce secteur économique, il va probablement complètement révolutionner certains secteurs économiques. Et pour pouvoir s'exposer à ce secteur-là, on peut effectivement acheter un portefeuille. Et ce portefeuille, on peut l'organiser sous forme d'un fonds. Et effectivement, c'est ce qu'a fait Tobam. Donc on peut imaginer là 4 types d'actions dans ce portefeuille. On peut imaginer des mineurs, donc des gens qui produisent des tokens. Donc des entreprises qui minent pour le coup. Voilà, tout à fait, des entreprises qui minent. On peut imaginer des places de marché, ce qu'on appelle des exchanges en anglais. On peut imaginer des entreprises qui ont placé une très grosse partie de leur trésorerie en Bitcoin ou en autres crypto-monnaies. Et on peut imaginer un nouveau secteur financier
qui va essayer de mettre à la disposition de ses clients ce qu'on appelle la DeFi, donc la finance décentralisée. Ah, il y a deux questions qu'on a envie de se poser quand on entend ça. La première, c'est parfois les acteurs des crypto-monnaies, comme ils sont nouveaux, ont du mal à obtenir des réglementations ou à être régulés. Comment est-ce que vous choisissez au sein de ce fonds ces acteurs dans lesquels vous proposez d'investir? Alors, ils ont du mal à être régulés, ça dépend des pays dont on parle. Déjà, donc effectivement, le produit de Tobam est un produit qui vise à être global, qui ne vise pas à avoir une spécialisation géographique trop poussée. Aujourd'hui, des très 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 grands acteurs du monde traditionnel proposent des activités en crypto. Le plus gros dépositaire du monde, Bank of New York Mellon, a annoncé que la totalité de ses clients américains auraient accès à la crypto en natif dans leur système au premier trimestre 2022. Ils proposeraient des investissements en crypto à leurs investisseurs. Voilà, non seulement des investissements, mais ils vont proposer la conservation de ces cryptos. De même, ils ont annoncé qu'au deuxième trimestre 2022, ce seront tous les clients au niveau mondial qui auront accès à la crypto. Donc, Bank of New York Mellon n'a pas très peur de ces agréments, et il y a plein de sociétés cotées maintenant aux États-Unis ou au Canada, en particulier, qui ont comme secteur d'activité principal le secteur de la crypto. Donc, il n'y a pas forcément au niveau mondial de problèmes d'embouteillage chez le régulateur ou de régulateurs qui ne jouent pas vraiment le jeu. Et alors, vous avez partiellement répondu à la deuxième question que je voulais vous poser, mais on entendait souvent et on entend encore aujourd'hui de la part d'un certain nombre d'acteurs traditionnels, cet actif n'est corrélé à rien, pas corrélé, mais il n'y a rien derrière finalement, ça n'est que du numérique, il n'y a pas d'activité derrière, qui était un frein en fait d'un certain nombre d'investisseurs traditionnels, un frein qui aujourd'hui est en passe d'être dépassé, c'est ce qu'il faut comprendre. En fait, effectivement, il n'y a rien derrière le Bitcoin, c'est tout à fait vrai, il n'y a que sa rareté et que sa sécurité. C'est comme l'or, il n'y a rien derrière l'or. Toutes les monnaies qui ont survécu longtemps ont été des monnaies et uniquement des monnaies. Pourquoi le pétrole n'est jamais proposé comme monnaie? Justement parce qu'il y a un usage industriel du pétrole. Et cet usage industriel du pétrole polluerait son usage en tant que monnaie. Pour qu'une monnaie soit forte, il ne faut qu'elle ne serve qu'à une seule chose, à stocker de la valeur. Et c'est ça justement l'effet pervers, si vous voulez, de la nouvelle manière de gérer les monnaies qu'ont inventé les banques centrales, mais en fait qu'elles ont inventé depuis des milliers d'années. Dès lors qu'une monnaie sert à autre chose qu'à stocker de la valeur, cette monnaie-là est pervertie. Et très souvent, quand cette perversion de la monnaie est poussée trop fort, il faut changer de monnaie. C'est ça l'histoire de la monnaie à travers les âges. Merci beaucoup Yves Chouefati d'être venu nous présenter votre vision du Bitcoin et des crypto-actifs sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président et CIO de Tobam. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.